Voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, on vous parle des intérêts scientifiques de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, est-ce qu'il faut encore présenter ce produit phare de la cuisine méditerranéenne qui est, vous le savez, très riche en oméga 9. Ce même acide gras qui est connu pour son rôle protecteur contre les maladies cardiovasculaires, également pour contre les maladies inflammatoires et certains cancers. On parle également de lui pour son côté antioxydant et enfin son côté anti-âge. Alors, quels sont les autres bienfaits pour la santé? De quoi est-elle composée? Combien en manger? Ou plus exactement, combien en boire par jour? Quelle est la meilleure et comment choisir un produit de qualité? Voilà les différentes questions que je vous propose de poser à Amine ce soir. Bonsoir, bonjour Amine. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de sa composition? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, donc l'huile d'olive est composée de majorité de graisse, donc 99% de graisse et 1% de micronutriments, on va dire des résidus micronutritionnels. Donc 99% de graisse. Donc là, on a toute la gamme en fait de graisses, les saturés, les polyinsaturés, les monoinsaturés, sauf que ben, en termes de quantité, c'est un peu différent par rapport par exemple aux monoinsaturés, on est entre 73, 72 à 75% en fonction des types d'huile d'olive. Donc les monoinsaturés en fait sont les oméga 9 notamment et je dirais principalement puisque l'oméga 9 qu'on retrouve le plus dans l'huile d'olive, à peu près à plus de 70%, c'est l'acide oléique. Et puis, il y a d'autres types d'oméga 9 qui sont à des toutes petites quantités, moins de 1%. Et puis également, en termes de monoinsaturés, on retrouve aussi les oméga 7 également, euh, par exemple l'acide palmitoléique, mais ceux-là, on les retrouve aussi en toute petite quantité, 1%, 1,5% à peu près. On a également des oméga 3 et des oméga 6. Les oméga 3 se retrouvent en toute petite quantité aussi, à moins de 1%, comme pour l'acide alpha-linolénique, par exemple. L'acide linoléique, qui est l'oméga 6, en fait, ce sont Mhm. les oméga 3, oméga 6 sont des polyinsaturés. Là, on le retrouve à peu près à 9-10%. Donc, on a au total, en gros, 10 à 11% à peu près d'acides gras polyinsaturés. Et puis, le reste, c'est des acides gras saturés. Donc, on a du stéarate, du palmitate, de l'acide arachidique, à ne pas confondre avec l'acide arachidonique, qui lui est un oméga 6. Là, on parle d'acide arachidique, qui est un saturé, un acide gras saturé. Ok, l'acide bénique aussi. Donc, tout ça, on le retrouve à des quantités, enfin, de quelques pourcents, en fait, pour chaque acide gras saturé, voire pour certains à moins de 1%. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui concerne la quantité de graisse et la diversité des graisses qu'on peut avoir au niveau de l'huile d'olive. Mhm. De plus, on a également des micronutriments et ceux-là sont aussi très importants, comme par exemple au niveau des micronutriments, comme j'ai dit, donc on a à peu près 1% pour tous les résidus micronutritionnels à peu près. On a donc de la vitamine E et de la vitamine K, surtout de la vitamine E. On retrouve aussi donc pour la vitamine E donc des dérivés de vitamine E, okay, donc euh, palmitoyl, tocopherol par exemple, et des choses comme ça, parce que la vitamine E, c'est du tocopherol, des tocotriénols. Mhm. Et puis, on trouve aussi d'autres composants, des scalènes, des triterpènes, des stérols, des phytostérols, donc des polyphénols aussi. Donc, parmi ces polyphénols, on peut retrouver par exemple les tyrosols et les hydroxytyrosols. Donc, ça, c'est bien connu que pour l'huile d'olive, Mhm. on a des polyphénols de ce type-là, donc les tyrosols, comme par exemple l'oliocanthal.
l'européine, par exemple, cela, on les avait expliqué un petit peu dans une ancienne vidéo là, qu'on avait fait sur les tyrosols et les hydroxytyrosols. Il faudrait savoir que ces polyphénols sont en général très, on va dire, très marqués en termes de goût. Notamment, par exemple, l'olier cantal est connu pour son effet poivré, par exemple. Et puis l'hydroxytyrosol, par exemple, est connu aussi pour son effet ou son goût amer, donc qui donne le goût amer. D'ailleurs, si je peux me permettre, hein, par Ouais, expérience, chez Nutrilogix, on a effectivement l'hydroxytyrosol qui s'appelle Cardioléa, et c'est vrai que systématiquement, quand les gens le prennent, ils me parlent de goût. Donc, il y a un goût spécifique, et ils s'attendent souvent à avoir un goût d'huile d'olive. C'est pas tout à fait le cas, ou en tout cas, c'est bien plus marqué. exactement. Donc ça, c'est dû à la quantité importante de Mhm, polyphénol que ça contient. Donc, si ça contient de l'hydroxytyrosol ou de l'oleuropéine, par exemple, ça aura un goût amer, poivré. Ce sont des esters, en fait. Et donc, c'est ce qui donne, donc en général, les esters dans les aliments sont connus pour donner ces effets de goût plus ou moins marqués. Donc, l'hydroxytyrosol, qui est quand même un composant essentiel, c'est un polyphénol essentiel dans l'huile d'olive euh, non raffinée, est un métabolite en fait de l'européine, qui est un mhm. autre polyphénol aussi, c'est un tanin en réalité, qui appartient au groupe des tyrosols. Donc, ceux-là sont les plus importants, ceux qu'on trouve en plus grande quantité, mais il y a tout un tas d'autres polyphénols qui appartiennent au groupe des tyrosols aussi dans l'huile d'olive. Alors, que- qu'est-ce que nous disent les études sur les différents effets et ces applications? Et il y a des effets classiques, comme bon, les effets sont dus tantôt euh, aux graisses, donc certainement donc les graisses monoinsaturées, dont l'acide oléique, mais aussi les polyphénols et la vitamine E surtout. Donc les effets classiques, donc c'est les effets antioxydants qu'on trouve donc, par rapport aux polyphénols et par rapport à la vitamine E. Également l'effet anti-inflammatoire. Donc, il y a une étude qui avait comparé l'effet de l'oliocantal par rapport à l'ibuprofène. Donc là, ils ont utilisé euh, trois, trois cuillères à soupe d'huile d'olive de bonne qualité, non raffinée. Et donc là, l'effet anti-inflammatoire était équivalent à 10% du dosage d'ibuprofène utilisé chez l'adulte. Donc, c'est un effet anti-inflammatoire assez marqué. Euh, Bien sûr, il y a aussi, donc, à travers ces effets métaboliques principaux, donc antioxydants, anti-inflammatoires, il y a aussi d'autres effets sur la santé donc, qui dérivent de ces effets, comme par exemple l'effet cardioprotecteur. Donc, on a des études qui montrent que ça diminue le risque d'infarctus, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension aussi. Donc là, c'est l'hydroxytyrosol a un effet significatif sur la prévention contre l'hypertension, voire même en cas aussi, il y a deux essais cliniques sur ça qui montrent que pour l'hydroxytyrosol, ça peut diminuer ou ça peut, en combinaison avec le traitement médicamenteux, avoir des effets plus intéressants que de prendre le traitement médicamenteux tout seul. Euh, il y a aussi, en parallèle de cet effet cardioprotecteur, un effet neuroprotecteur qui est aussi bien connu. Donc, ça améliore les fonctions cognitives en général, mais sur l'Alzheimer, par exemple. Donc, on a un effet préventif. Bon, c'est des études maintenant in vitro et chez les rongeurs qui montrent que ça diminue les plaques de bêta-amyloïdes responsables ou qu'on retrouve chez, chez les patients atteints d'Alzheimer. Quoi d'autre? On a aussi les effets
anticancérogènes des tyrosols et de l'hydroxytyrosol aussi. Et cet effet-là, il dérive en fait de l'effet métabolique antioxydant, dans le sens où donc la plupart des études qui sont faites dans ce sens, on lie en fait cet effet anticancérogène à la baisse des radicaux libres et la protection de l'ADN. Et puis, il y a tout un tas d'autres effets, immunomodulation, et dans ce même sens, donc par rapport à l'effet d'immunomodulation, en plus de cela, on a un effet antimicrobien sur certaines bactéries, par exemple, H. pylori, par exemple. Donc, il y a une étude qui a été faite sur donc des patients atteints d'H. pylori auxquels on leur a donné 30 grammes d'huile d'olive, donc ce qui est équivalent à peu près à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30-35 millilitres à peu près d'huile d'olive par jour. Et donc, ça a eu un effet en moyenne qui était de 25 à 30% d'élimination d'H. pylori dans les 2 semaines. Bon, ça n'est pas un effet spectaculaire, mais Ça peut ça contribuer. montre que voilà que ça a un effet antimicrobien chez l'humain en plus. Donc de plus, on a tous les effets qui sont en rapport avec la perte de poids. Alors ici, on a deux choses. Donc la perte de poids, parce qu'on pose toujours la question, est-ce que en prenant de l'huile d'olive, on risque de prendre du poids? La réponse est non, parce qu'il y a notamment une étude prospective qui a été faite sur des jeunes, c'est des étudiants qu'on a suivis pendant 3 ans et qui prenaient de l'huile d'olive, de l'huile d'olive extra vierge. Et là, on a remarqué une augmentation du taux des enzymes antioxydantes, et puis également un effet de perte de poids, qui n'est pas un effet extraordinaire, mais c'est un effet statistiquement significatif. Sur une autre étude aussi, de mémoire, c'était fait sur des étudiants espagnols aussi, et ça montre que dans le sens donc de cette question-là, où est-ce qu'en prenant par exemple de l'huile d'olive en grande quantité, on risque de prendre du poids? Donc la réponse est non, à travers cette étude-là, encore une fois, euh, qui, euh, qui a suivi donc des étudiants espagnols sur 30 mois. Donc sur 30 mois, ça n'a pas montré d'effet sur la perte plutôt sur la prise de poids, donc sur, sur la prise de poids chez ces jeunes. Et en parallèle, donc en parlant de cet effet sur la gestion, la régulation du poids, donc il y a aussi un effet sur sensibilité à l'insuline. Donc, donc une prise régulière d'huile d'olive dans l'alimentation, comme c'est le cas dans l'alimentation méditerranéenne, comme tu l'as signalé, permet de diminuer le risque relatif de diabète type 2 de 40%, selon aussi une étude. Et puis également, par rapport, et donc je pense que on va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres effets qui sont très étudiés aussi. Donc la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, euh, des patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde, chez qui on a donné de l'hydroxytyrosol, de l'acide oléique combiné avec des oméga 3 cette fois. Et donc, ça a donné des effets aussi intéressants sur la douleur, sur l'inflammation, et sur l'espacement des épisodes aussi aigus de douleur et d'inflammation. Donc, et puis il y a tous les effets sur l'intestin, sur le transit intestinal, sur le microbiote et ainsi de suite. Donc, on ne pourra pas citer tous les effets. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que en ce moment, on entend beaucoup parler de l'inflammation avec ce que certaines personnes ou ce qu'on doit parfois s'injecter de gré ou de force. Et on voit des flambées inflammatoires et c'est vrai que c'est peut-être le moment d'y penser. Ça ne soigne pas, comme tu le dis, hein, c'est pas la seule
chose, mais c'est une des choses à mettre en tout cas dans notre habitude alimentaire, je pense. Euh, Tu nous as parlé de certaines quantités hein, par rapport à certaines études. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les quantités de prise par jour qui sont recommandées? Oui, les quantités moyennes qu'on peut prendre déjà, enfin, je dirais euh, les quantités moyennes ou moyennes basses, on va dire, parce qu'on Mhm, peut prendre plus que ça, c'est autour de 2 à 3 cuillères à soupe par jour, donc 30 à 45 millilitres à peu près, si on considère qu'une cuillère à soupe contient 15 millilitres d'huile d'olive de bonne qualité. Mais mhm, donc ça doit être de bonne qualité, donc au moins extra vierge, parce que certains composants sont enlevés, sont dégradés en fait quand on fait le raffinage d'huile d'olive. Jusque-là, il y a des données qui montrent que une prise de 1 litre par semaine d'huile d'olive, 1 litre par semaine de l'huile d'olive sur le long terme, c'est-à-dire dans le cadre d'une diète, d'une alimentation méditerranéenne diversifiée et mhm, complète, euh, n'avait pas d'effet secondaire ou n'avait pas d'effet de toxicité particulier. Donc déjà, 1 litre, c'est vraiment beaucoup. On n'est pas obligé de prendre 1 litre par semaine, mais déjà, comme je vous disais, donc c'est quelques cuillères à soupe par jour. C'est déjà très bien, mhm. surtout si l'huile d'olive est de très bonne qualité. Ah bah justement, on en revient à la qualité. Et si je m'en excuse par ailleurs, si certaines personnes m'ont vu sursauter et rire, c'est parce que j'ai mon chat qui est en train de faire le fou. Donc voilà, c'est la simple raison. Donc oui, tu nous parles de qualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette qualité? Justement, oui, comme c'est bien connu, pour les huiles d'olive de bonne qualité, d'excellente qualité, on va dire, il faudra favoriser plutôt l'huile d'olive extra vierge de première pression à froid, si possible à goût poivré. Également, lorsqu'on il y a un critère aussi très intéressant pour voir si l'huile d'olive est de bonne qualité et que elle garde tous ses effets euh, micronutritionnels qu'on avait Mhm, expliqué, c'est qu'elle ait un aspect trouble. Donc ça, tout ça, ce sont des critères, mais on peut déjà se contenter d'une huile d'olive extra vierge de première pression, et si possible à froid, à goût poivré, et comme j'ai dit, donc aspect trouble. Donc mhm, là, ça contient, on va dire, une partie des fibres des olives, en fait, et c'est bien connu que les fibres contiennent aussi une bonne quantité de polyphénol. Donc c'est pour cette raison en fait. Et puis par rapport, par exemple, si on compare ces critères-là par rapport à ce qu'on a sur le marché, donc comme l'huile d'olive, donc l'huile d'olive classique qu'on utilise dans la cuisine, en général, c'est de l'huile d'olive à laquelle on a enlevé les polyphénols et donc les esters là qui donnent mhm, le goût poivré, amer, tout ça. Donc en général, on les enlève en fait. Ça s'appelle le saumurage. L'opération en fait, ça s'appelle le saumurage. On rajoute en général de l'hydroxyde de sodium qui est dilué. Et puis, on fait passer ça, donc on fait passer les olives par un process de fermentation lactique bactérienne, ce qui va dégrader en réalité les polyphénols. Donc, à travers ces deux procédés-là, on dégrade les polyphénols pour éviter qu'il y ait un goût poivré, un goût amer, mhm. pour éviter que l'huile d'olive euh, soit, on va dire, difficilement prise ou qu'elle ait au moins pour qu'elle ait un goût agréable, on va dire. Donc, les huiles d'olive en général qui se vendent, même si elles sont extra vierges, elles ont cette caractéristique de raffinage qui les rendent un peu moins intéressantes, mais par rapport à une huile d'olive alimentaire, ça reste toujours intéressant aussi. Euh, Avoir une huile de qualité, c'est bien, mais qu'en est-il de sa résistance à la chaleur, du coup? Donc, la résistance à la Oui. chaleur,
est conférée par rapport, donc l'huile d'olive est conférée par les acides gras monoinsaturés, parce que les acides gras monoinsaturés sont très résistants à la chaleur. Donc l'acide oléique, et comme ça en contient plus de 70% d'acides gras monoinsaturés, et spécialement de l'acide oléique, donc on est à des fourchettes en fonction du type d'huile d'olive et du niveau de raffinage, on est à des fourchettes de 190 degrés Celsius qui peuvent arriver jusqu'à 215 degrés Celsius. Donc c'est une température qui est très bien, surtout lorsqu'on utilise différentes méthodes de cuisson. Euh, donc ça convient très bien à la friture ou euh, donc à la préparation des plats cuisinés, donc que ce soit à l'huile, donc les bouillons et tout ça. Donc on peut utiliser l'huile d'olive comme comme huile pour cuire parce que elle est assez résistante par le biais justement, comme je l'ai dit, donc des acides gras monoinsaturés. Donc dans ce sens-là, au niveau de la résistance à la chaleur des huiles, on surveille en fait deux choses. Donc on a ce qu'on appelle le point de fumée. Mhm. Et le point de fumée correspond en fait à la température à laquelle les acides gras commencent à se dégrader. Et puis, on a également la stabilité oxydative. Donc, la stabilité oxydative, on surveille l'oxydation des acides gras, mais aussi de certains micronutriments que peut contenir l'huile. Et donc, dans ce sens-là, on est sur un niveau de stabilité oxydative qui est très élevé pour l'huile d'olive, et on est sur un point de fumée qui est, on va dire, modérément élevé. Comme je l'ai dit, donc on est autour de 190 à 215 à peu près degrés Mhm. Celsius, ce qui est très au-delà de ce qu'on pourrait obtenir, par exemple, sur d'autres types d'huiles comme le soja, l'huile de palme, canola. Donc là, même par rapport aussi à l'huile de, de colza, par exemple, l'huile de tournesol. Donc là, on est assez au-delà de toutes ces huiles. Donc en général, quand il y a cette dégradation des acides gras, on produit des aldéhydes et des peroxydes aussi qui sont assez toxiques, qui sont cancérogènes en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à utiliser de l'huile de bonne qualité. Donc l'huile Mhm. d'olive, dans ce sens, au moins extra vierge, permet au moins de protéger plus ou moins les acides gras contre l'oxydation. Donc, pour donner juste un petit aperçu par rapport à ce que je viens d'expliquer par rapport à la résistance à la chaleur, on dit souvent que les huiles, quand elles sont utilisées en friture, par exemple, Mhm. qu'elles vont produire des gras trans. Donc ça, c'est pas exact avec l'huile d'olive, puisqu'on sait que déjà à la base, l'huile d'olive contient 0,04 à peu près de gras trans, parfois moins, parfois un peu plus en fonction de la qualité, mais globalement, en moyenne, c'est 0,04%, donc ce qui est très peu, c'est négligeable. Et puis, quand il y a une étude justement qui a été faite dans ce sens, qui a montré que quand on frit l'huile d'olive, même à plusieurs fois, donc dans cette étude, on a fait cette opération de friture 8 fois de suite. Donc la quantité des gras trans n'a pas augmenté de façon très significative. Donc on était resté sur des quantités autour de 0,06, 0,07 à peu près. Donc on était à 1,5, on va dire 150% de plus au niveau de la quantité des gras trans, mais c'est rien d'exceptionnel. Donc ça, c'était dans le cas d'une friture 8 fois de suite. On Mhm. utilisait la même huile. Donc bon, bien sûr, c'est à ne pas faire, mais c'est pour vous montrer que par rapport à ce cas précis de la quantité de gras trans dans l'huile d'olive, il y a quand même une certaine résistance et ça ne produit quasiment pas de gras trans.
Et également, bien sûr, quand on dit que on est sur une limite de 190 à 215 à peu près degrés Celsius par rapport à l'huile d'olive. Donc, le fait de dépasser cette fourchette haute, donc les 215 degrés Celsius, ça commence par dégrader déjà euh, les micronutriments les plus instables, qui sont en fait les acides gras polyinsaturés comme les oméga 6 et les oméga 3. Bon, principalement les oméga 6 parce que ça en contient plus que les oméga 3. Donc il y a ça, et puis il y a également les vitamines, comme la vitamine E, par exemple, la vitamine K que contient l'huile d'olive. Donc là aussi, on a une dégradation pour la vitamine E, par exemple, qui est autour de 140 degrés Celsius. Donc, déjà, la dégradation commence. Donc, on ne parle pas ici d'une dégradation complète, mais la dégradation commence à s'opérer significativement. Par exemple, si on prend en considération les polyphénols, par exemple, on avait parlé tout à l'heure de l'oliocanthal, l'un des polyphénols les plus puissants, donc qui donne entre autres le goût poivré. Donc, si on chauffe l'huile d'olive jusqu'à 240, 250 degrés Celsius, donc là, on commence déjà à avoir une diminution significative. Donc, dans l'une des études, par exemple, on avait chauffé à 240 degrés Celsius une huile d'olive de bonne qualité pendant 1 heure et demie, et ça a donné une diminution de 20% de la quantité d'oliocanthal dans cette huile. Donc c'est significatif, mais comme vous le voyez bien, c'est pas une dégradation complète. D'autant plus que quand on sait que les polyphénols sont très, euh, sont très résistants à la chaleur en général. Justement, Christiane nous demande si on risque pas, ne risque-t-on pas à chauffer, je suppose, de transformer l'acide oléique en acide élaïdique? Oui, l'acide élaïdique est un acide gras trans, mais l'acide oléique est très résistant à la chaleur. Et il est résistant à la chaleur dans cette fourchette que j'avais citée, donc 190 à 215 degrés Celsius. Donc là, il est résistant. Maintenant, quand on dépasse, c'est clair qu'il y a une partie qui va se transformer en acide élaïdique. Mais comme je l'ai expliqué, même si on chauffe pendant une bonne période, et même si on fait des fritures à répétition, il n'y a pas une quantité importante de gras trans qui se forme dans l'acide élaïdique, sauf si, comme je disais, la température est au-delà de la fourchette de résistance de l'huile. Je ne te cache pas qu'il y a beaucoup d'étonnements sur le chat, sur les questions en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler des précautions d'usage? Bon, il n'y a pas 36 000 précautions pour l'huile d'olive. Elle est, c'est un aliment extraordinaire, elle est relativement sécuritaire. Bon, si on en prend trop d'un coup, ben, ça risque de donner des nausées, mais ça c'est logique pour n'importe quoi. Donc, en cas aussi, et ça ça a été rapporté quelquefois, en cas d'application topique de l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive de très bonne qualité. Donc, ce qu'on a dit, extra vierge, première pression à froid, goût poivré. Donc là, ça pourrait avoir des effets de réaction allergique retardée. Donc, si on fait des applications directes sur la peau, surtout si ça contient des quantités importantes de polyphénols, donc les polyphénols qui donnent le goût poivré notamment. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais bon, ça peut donner ces petits désagréments, mais pas toujours. Donc, la plupart des cas, c'est OK. Et puis, également, en cas de traitement aussi dentaire, par exemple, récent, l'utilisation pas de toutes les huiles d'olive, là, si c'est des huiles d'olive qu'on trouve sur le marché, là, qui sont extra vierges mais raffinées, là, ça pose pas de souci, mais ça pourrait produire des brûlures et des douleurs au niveau des zones qui ont été traitées récemment, au niveau des dents, au niveau de la gencive.
Ok, merci. Alors, on nous demande, Sarah nous demande la date limite d'utilisation. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Et surtout, à la limite, moi, là où j'ai plutôt envie d'aller, c'est comment est-ce qu'on la conserve le plus longtemps possible? Oui, pour la conservation, il faudrait que ça soit protégé contre la lumière déjà, Mhm, contre donc que ça soit euh, mise dans un flacon donc sombre et hermétique, surtout aussi. Donc ça, c'est très important et que ça soit mis à température ambiante. Euh, donc pas, bon, on peut dans des cas où donc il fait chaud, on peut mettre dans le frigo par exemple, mais pas au fond du frigo, mhm. plutôt dans la porte, là où il y a le moins de, là où il fait moins froid, on va dire, dans le frigo, donc pour protéger. Mais sinon, il n'y a pas de date limite par rapport à l'huile d'olive, surtout lorsqu'elle n'est pas raffinée. Mhm. Donc là, ça peut se conserver pour une très longue période sans problème si on respecte ces consignes-là. Donc la lumière, protection contre la lumière, l'air et la chaleur aussi. Alors, notre fidèle Mariam qui nous demande si toutes les huiles d'olive extra vierges se valent-elles et surtout, est-ce que l'origine du pays joue un rôle quant à la quantité d'hydroxytyrosol? Alors les chiffres que j'avais donnés tout à l'heure, c'est des moyennes. Mhm, Maintenant, il y a bien sûr, il y a des espèces d'oliviers qui produisent plus de polyphénol. Ceux-là, on peut les retrouver notamment en Afrique du Nord, mais aussi en Grèce, par exemple. mhm. Euh, et puis, je pense que la matière première par rapport au cardioléa est issue De crête. de Crète, voilà, Ça vient de donc crête, de oui, tout à Grèce. fait. Donc Oui, oui. il s'agit en fait d'une des meilleures sources d'huile d'olive. Mhm, Et donc, bien sûr, mais ce qui, on va dire, va déterminer le plus la quantité de polyphénol, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est le procédé de raffinage, en fait. C'est là où on enlève concrètement les polyphénols, tout simplement, pour que ça ne gêne pas au niveau du goût. Et ça, on fait, si vous voulez, avec tout, en fait. On enlève, par exemple, les fibres des céréales pour que ça paraisse plus blanc mhm. et pour que ça soit plus... Oui, donc, c'est fait maintenant systématiquement pour quasiment tout. Euh, donc, mais si on a déjà un ou quelques critères de ceux que j'ai cités, c'est déjà pas mal. Mais une huile d'olive qui est complètement raffinée elle reste de mauvaise qualité. Donc, si Mhm. c'est déjà, on va dire, extra vierge à la base, et je ne parle pas ici des fraudes, parce qu'on peut mettre extra vierge et mélanger avec autre chose, ou alors que c'est pas extra vierge vraiment, etc. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle des huiles d'olive qui sont extra vierges et qui sont surveillées et contrôlées. Donc là, euh, c'est OK en termes nutritionnels, on va dire. Mais en termes d'effets tels que je les avais expliqués, dans la quasi-totalité des études qui appuient ces effets, c'est de l'huile d'olive de très bonne qualité. Donc, c'est pas de l'huile d'olive alimentaire classique. Alors, dans les autres questions, Théma nous demande, est-ce que le fait d'extraire l'huile d'olive avec l'eau chaude abîme ou altère la teneur en polyphénol? Non, les polyphénols sont très résistants à la chaleur. Donc, Mhm, maintenant, tout dépend du procédé d'extraction. Si la température reste en dessous de la limite que j'avais donnée tout à l'heure, donc c'est bon, pas de problème. Donc, en dessous de 190 ou de 100 degrés Celsius, il n'y a pas de souci. d'accord. Alors, Nadia qui nous demande si l'huile d'olive pour une personne qui a NASH, le foie gras, Ah, est-ce que c'est bénéfique? bien sûr. Euh, euh, j'ai pas vu d'essais cliniques là-dessus, Mhm, mais c'est clair que ça va dans le même sens que par rapport à la cardioprotection, la perte de poids, le diabète type 2. Donc tout ça, ça va dans le même sens que le NASH.
Nadia qui nous pose pas de questions, mais qui nous dit que la meilleure huile d'olive qu'elle ait pu goûter jusqu'à aujourd'hui vient d'Algérie. Oui, Merci pour le conseil. c'est Je vous enverrai mon adresse, comme c'est vrai ça en plus. je suis OK pour, pour une bouteille quand vous le souhaitez. Oui. Donc, en cas de... oui, tu en as parlé déjà tout à l'heure, mais on va revenir un peu Oui. dessus. En cas d'un régime pardon, je l'ai perdu de fait. De mémoire, en cas d'un régime hypocalorique, est-ce qu'on peut prendre l'huile d'olive? Je suis désolé, j'ai perdu la phrase exacte. Mais Bah, pas de voilà, problème, voilà. ça dépend plutôt de la quantité, enfin, et de la prescription du nutritionniste ou du diététicien qui Mhm. connaît plutôt plus la personne et la quantité de ce qu'elle doit prendre, etc. Mais il n'y a pas c'est une fausse idée de dire que le fait de prendre de l'huile d'olive, ça empêche la perte de poids ou que je sais pas, ça diminue l'efficacité d'un Efficace. programme Ouais, de ouais. perte de poids et tout ça. Donc, tout ça, c'est pas exact. Donc, pas de Voilà, problème maintenant. j'ai retrouvé la question exacte de Saïda qui, en fait, pour son régime enfin, pour le régime hypocalorique, nous demandait quelle quantité était permise. Mais voilà, je pense que Oui, voilà, on il a a déjà répondu. répondu à ça. Maintenant, c'est différent de prendre de l'huile d'olive parce que la question qui se pose souvent, Mhm. sous-jacente à cette question, c'est est-ce que je peux prendre de l'huile d'olive avec du pain? Mhm. Là, c'est différent parce que c'est le pain là qui va faire prendre du poids, c'est pas l'huile d'olive. Oui, et Ça, dernière question de Lamine qui nous demande huile d'olive et triglycérides élevés. Mais je pense que tu as répondu aussi de Oui, manière indirecte. Pas de oui, souci. pas de Allons-y, problème. faites-vous plaisir. Et voilà, c'est ce qu'on a fait ce soir, nous en tout cas, sur cette présentation, comme tous les lundis. C'est vraiment toujours un réel plaisir. D'abord, pour moi, c'est un réel plaisir de t'entendre, Amine, et surtout d'apprendre plein de choses tous les lundis. Et c'est un réel plaisir également de nous voir suivis comme on l'est. Donc voilà, merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Amine, salut, à bientôt. Merci. Merci, ça a été aussi un grand plaisir et donc à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.